Alain Sellier, bonjour. Bonjour. Donc l'association On va le savoir et moi-même vous remercions de nous recevoir ici. Et donc nous allons vous poser quelques questions sur un thème assez global, sur l'écologie politique. Donc Alain Sellier, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes trésorier, c'est bien ça, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Trésorier régional, membre du bureau régional. Oui. Donc pour commencer, on peut dire Europe Écologie, dans sa dénomination actuelle, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui a été créé récemment, en 2010, suite à la fusion d'Europe Écologie et des Verts, donc un parti qui compte différentes mouvances un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes mouvances? Oui. Alors, fusion entre Europe Écologie et les Verts, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord sur le mot. Bon. À partir de 2008, aux journées d'été des Verts de 2008, se regroupent un certain nombre de personnes, ça se passe à Toulouse, autour de Dany Cohn-Bendit, José Bové, Cécile Duflot, et lance l'idée qu'il faut créer un grand rassemblement des écologistes et qu'on ne peut plus vivre seulement ce parti vert. Il faut qu'on ouvre et il faut qu'on puisse rassembler un certain nombre de personnes qui sont intéressées mais qui jusqu'à présent n'ont pas fait le choix forcément d'un engagement politique et de trouver des formes d'engagement nouvelles. Puis aussi, on sort d'une période de 2007 où le score des Verts a été très mauvais aux présidentielles et aux législatives, et où s'annoncent les élections européennes, et donc de créer une dynamique de rassemblement. Voilà, c'est ça l'idée. Et autour du parti existant, les Verts, vont arriver un certain nombre de personnes. José Bové n'était pas membre des Verts, Eva Joly non plus, bien entendu. Dany, bon, qui est une personnalité toujours un peu autonome, qui vient, bon, mais qui était de sensibilité écologiste. Mais tous ces gens-là vont amener autour des Verts un certain nombre de personnes qui ont envie, en tout cas, de s'engager pour l'écologie, pour le combat de l'écologie politique, et de créer ce grand rassemblement. Donc l'idée de créer un grand rassemblement dont la première réaction, ça va être au moment des élections européennes, avec Europe Écologie, parce que c'était les élections européennes, et des listes qui vont être composées à la fois de gens issus des Verts et des gens qui n'étaient pas membres des Verts. C'est le cas par exemple ici dans notre grande région, où en tête de liste on va trouver une députée européenne qui s'appelle Hélène Flotre, qui était députée sortant, avec derrière un candidat qui n'était pas membre des Verts, François Dufour, qui était de Normandie, ou par exemple en Île-de-France, où on retrouve sur la liste Dany Cohn-Bendit et derrière Eva Joly. Donc c'est cette dynamique qui se lance à partir des européennes et qui va aboutir aux assises de Lyon en novembre 2010 à la création de ce parti Europe Écologie Les Verts. Alors ce qu'il y a de peut-être un peu trompeur, c'est qu'effectivement, pour le nom, on a choisi de reprendre le mot, le label Europe Écologie, garder les Verts et d'associer les deux. Mais avant les Verts, il n'existait pas Europe Écologie, c'était que créé lorsqu'il y avait les élections européennes. D'accord. Donc des mouvances un petit peu différentes, même s'il y a plusieurs points communs qui fait qu'il y a eu ce rassemblement. Et donc, de manière générale, si on peut dire, c'est quoi aujourd'hui être un écologiste? Il y a depuis plus de 20 ou 30 ans, enfin, au moins 30 ans dans notre pays, des gens qui ont été alertés par la nécessité de mieux prendre en compte l'individu dans son environnement et de constater que les ressources étaient gaspillées, les paysages se dégradaient, que les ressources énergétiques venaient à diminuer et qu'il fallait changer de mode de civilisation. L'écologie se propose de changer nos modes de consommation, nos modes de production et, grosso modo, notre manière de vivre, plus en relation, alors pas forcément qu'avec la nature, mais avec le monde tel qu'il est, dans ses dimensions économiques, sociales ou environnementales. Luc Ferry a écrit un livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Écologique, qui dit que, non pas dans les discours, mais que dans
dans la dynamique interne du mouvement écologiste, ça contient en germe des extrémismes de droite ou de gauche. Il y a quelques années, on nous qualifiait volontiers de sectaires parce que nous avons toujours été fermes sur nos convictions, parce que nous avons toujours pensé, nous pensons toujours qu'il y a des urgences, on parle d'urgence écologique, notamment parce que les ressources s'épuisent, parce que les maladies liées aux pollutions, les cancers, maintenant les liens sont clairement établis, et qu'avec ces choses-là, à ma foi, il n'y a pas lieu de se réjouir. Mais peut-être que nous comprenons peut-être depuis simplement peu de temps, on va dire une dizaine d'années, qu'on a besoin d'une écologie populaire qui s'adresse à tout le monde et qui soit compréhensible et que les gens comprennent quel est leur intérêt dans cette affaire-là. Si aujourd'hui les gens peuvent comprendre que économiser l'énergie, pour eux c'est gagner de l'argent, parce que si on consomme moins d'énergie, on dépense moins, que si on utilise plus les transports en commun, ça reviendra quand même moins cher que les impérables voitures, et que ça va mieux pour vivre dans les villes notamment, qui sont quand même très saturées. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de mettre plus en lumière qu'on le faisait. Je crois que maintenant, depuis quelques années, on ne peut plus trop nous faire ce genre de reproches. Mais bon, voilà, c'est vrai, d'une écologie qui parle plus à tout le monde, quoi. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que c'est amorcé maintenant depuis quand même quelques années. Vous parlez d'écologie populaire. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, ou pourquoi l'écologie, c'est davantage une idée de gauche dans l'inconscient qu'une idée de droite? Et là, je pense notamment au mouvement CAP 21 qui se revendique plutôt de droite. On considère que nous avons besoin, et que c'est avec la gauche qu'on a les meilleures chances de nouer des accords électoraux pour changer les choses. Maintenant, est-ce qu'on est plus de gauche que de droite? La droite, aujourd'hui, on sait ce que c'est, et c'est clair qu'on n'en veut pas. La gauche, on ne sait plus trop forcément exactement ce que c'est. Et je crois que nous, en tout cas, notre conviction d'écologistes, c'est qu'aujourd'hui, la ligne de partage, elle n'est plus tellement entre la droite et la gauche, mais entre disons, les écologistes et les autres, quoi. Parce que, aussi bien à droite qu'à gauche, on trouve des gens qui sont sensibilisés à ces questions. La réalité, c'est vrai qu'on considère, et c'est notre réalité institutionnelle, parce que on en parlera peut-être un peu plus tard, les modes électoraux, le fonctionnement de la Ve République, fait qu'il faut nouer des alliances, et que, a priori, c'est en s'alliant plutôt avec le Parti Socialiste, d'ailleurs, qu'on arrive à obtenir un certain nombre de fonctions qui nous permettent d'agir. Il commence à y avoir un consensus, donc tout au moins à gauche, sur la nécessité de réduire la dépendance énergétique au nucléaire. Est-ce qu'il est raisonnable de complètement sortir du nucléaire? Le nucléaire, on connaît son problème. C'est qu'il produit, chaque kilowattheure produit en nucléaire, produit des déchets dont la durée de vie est estimée, dans le meilleur des cas, à 400, 500, voire pour certains 1000 ans. Sortir du nucléaire, c'est repenser notre mode énergétique, forcément. C'est pas dire que du jour au lendemain, on ferme toutes les centrales nucléaires. Sortir du nucléaire, on le dit, c'est un projet au moins à 15-20 ans. Bien entendu, on n'arrête pas, mais ça voudrait dire déjà d'arrêter tout de suite les plus anciennes ou les plus dangereuses, et investir ce qu'on n'a pas fait. Parce que c'est aussi un des gros problèmes. C'est que dans les années 70, lorsque la France s'engage dans le programme nucléaire, qui va être ensuite, d'ailleurs, confirmé quand la gauche arrive en 81 pour le pouvoir, elle ne le remet pas encore, au contraire, elle accélère ce programme nucléaire, et du coup, aucun crédit, aucun investissement d'importance ont été faits dans d'autres types de ressources énergétiques. Il y a des pays, il y a quand même des pays qui ne sont pas nucléarisés. L'Italie n'a pas de centrale nucléaire, l'Allemagne s'est engagée à sortir du nucléaire, la Suisse n'en veut pas, enfin, il y a quand même, on ne serait pas isolé dans cette situation. Et forcément, le drame de Fukushima, c'est d'abord un drame humain terrible, avant toute chose, mais il a quand même pour nous rappeler, et je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est pas nouveau, dans la population française, une majorité très importante de gens qui pensent qu'effectivement il faut tourner la page du nucléaire. J'aimerais aborder avec vous maintenant la question de la constitution de la Ve République.
Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que la question d'un changement de constitution se posera? Ah oui, tout à fait. Hein. Alors là, oui, effectivement, nous sommes tout à fait... Enfin, je crois qu'il y a plusieurs choses autour de ça. C'est que, à la fois, on a besoin de moderniser nos institutions, mais on a surtout besoin de moraliser la vie politique française. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement changer les institutions, c'est limiter le cumul des mandats. Nous, on est partisans des mandats uniques. Marie-Christine Mordac, qui est sénatrice élevée dans le Nord, milite depuis des années et préside une association pour le mandat unique. Donc, effectivement, nous avons besoin de réforme institutionnelle profonde pour moderniser et moraliser. Et je crois que c'est vraiment aujourd'hui une nécessité, parce qu'effectivement, les extrêmes se nourrissent effectivement de tout un climat qui n'est pas sain. En plus, la représentation des sensibilités politiques, elle est complètement effectivement atrophiée par ce système de présidentialisme du régime qui fait qu'autour de l'élection présidentielle se nouent beaucoup de choses. Et puis, en même temps, finalement, on voit que la représentation nationale qui en découle derrière, aujourd'hui, hormis si vous n'êtes pas PS et que vous n'êtes pas UMP, vous avez du mal à exister. C'est quand même dramatique. Donc, il y a aussi, se pose la question de la représentativité des différentes sensibilités. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des élections où les gens ne sont pas élus sur les mêmes durées de mandat, sont élus de manière différente. Quand vous pensez qu'un sénateur qui n'est pas élu au suffrage universel, indirect, là on va avoir les législatives, c'est un scrutin uninominal, mais au régional, on vote sur des listes à la proportionnelle. Aux européennes, on vote sur des listes à la proportionnelle. Donc, il y a un mélange de situations. Et puis, il y a fondamentalement un des plus gros problèmes, c'est effectivement la moralisation de la vie publique, et notamment la limitation des mandats, quelque chose de très important. Peut-être une dernière question. Les médias véhiculent l'idée que l'Europe est en train d'échouer, que le symbole de cet échec, c'est la crise de l'euro, c'est la crise de la dette. Est-ce que le symbole de cet échec, s'il y a échec, ce ne serait pas plutôt l'installation en Hongrie d'un régime, on va dire, autoritaire? Et peut-être que le plus grave, est-ce que c'est l'installation d'un régime autoritaire ou est-ce que c'est plutôt l'indifférence des démocraties par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas eu énormément de réactions, les médias en parlent très très peu. Oui, c'est ce qui se passe en Hongrie, très préoccupant. D'ailleurs, les députés européens d'Europe Écologie se sont vivement inquiétés. Il y a eu une intervention assez forte, d'ailleurs, de Dani Cohn-Bendit au Parlement européen sur ces sujets. La situation, effectivement, c'est très alarmante parce qu'on a là toutes les dérives d'un gouvernement de nature profondément fasciste qui met en place des politiques qui sont tout à fait contraires aux valeurs fondatrices de l'Union européenne. Et que je m'étonne que les gouvernements n'interviennent pas beaucoup plus là-dessus. Et je pense que s'ils n'interviennent pas trop, c'est certainement qu'ils sont, à mon avis aujourd'hui, très omnibulés par la crise financière, par la crise de l'euro, et du coup, on permet là-bas... mais c'est aussi parce que, à la limite, c'est ce fonctionnement de l'Europe d'État par État, où en gros, du moment que moi, État, l'Europe m'apporte ce que je demande, je ne suis pas trop regardant avec ce que les autres font. C'est effectivement, tant qu'on n'aura pas une véritable Europe fédérale dépassant les États-nations, on s'exposera à ce genre de risque. J'ai plus de questions, Céline, merci beaucoup. Merci à vous.